Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Il est 13 heures, l'heure de votre journal. Le Premier ministre Patrick Hachi a réaffirmé hier l'engagement du gouvernement à faire de l'industrie de la mode et du design l'une des plus dynamiques du continent en soutenant les acteurs du secteur. C'était au cours d'un déjeuner d'échange à la primature avec les stylistes et modélistes. On en parle en tout début de journal. Les internautes en ont fait leur chou gras mardi. Une femme serait décédée au CHU d'Angré par manque d'assistance médicale. Informé de cette triste situation, le ministre de la Santé, Pierre Demba, s'est rendu tard dans la nuit du drame. Il s'est rendu donc au CHU pour s'enquérir de la réalité des faits. C'est à suivre dans 5 minutes environ. Le verdict est tombé dans l'affaire Big Malion. L'ex-chef de l'État, Nicolas Sarkozy, a été déclaré coupable jeudi de financement illégal de sa campagne de 2012 est condamné à 1 an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. L'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, a annoncé faire appel de cette décision. D'autres champions nationaux ont été reçus hier par Patrick Hachi. Après les acteurs du cinéma et ceux de la mode, hier c'était au tour des acteurs de l'industrie de la mode, de la musique, d'échanger donc avec le Premier ministre. Ils sont mannequins, promoteurs d'activités de mode ou stylistes. Lors d'un échange cordial, le chef du gouvernement a recueilli les préoccupations donc des acteurs de la mode et les a assurés de son soutien total. Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre Patrick Hachi face aux acteurs de l'industrie de la mode et du textile. Une rencontre d'échange entre le chef du gouvernement et les créateurs de mode en vue de recueillir leurs différentes préoccupations. Aujourd'hui, les acteurs du secteur de la mode se sont sentis considérés, valorisés et sont prêts à prendre toutes les dispositions pour faire éclater leur génie créateur, pour vendre la Côte d'Ivoire, pour valoriser le Made in Côte d'Ivoire. Si l'État aujourd'hui, à un très haut niveau, reconnaît, n'est-ce pas, le développement de nos activités à travers nos humbles personnes, c'est la reconnaissance, n'est-ce pas, du travail abattu pendant toutes ces années. Il a fait la synthèse de tout ce qui lui a été soumis en termes de problématiques et il a émis aussi l'intention du gouvernement avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de trouver des solutions dans le but que la mode soit une vitrine et un secteur pourvoyeur d'emplois. Faire de la culture un pilier fort de développement de la Côte d'Ivoire. Pour le Premier ministre Patrick Hachi, l'industrie de la mode et du textile contribue au rayonnement du pays. Un secteur donc qu'il faut soutenir. On estime que ce génie créateur-là, il mérite d'être mieux connu et que ceux qui sont, je dirais, ces sources d'inspiration, ce génie, que ces personnes-là également soient des ambassadeurs du pays. L'État est conscient que ce secteur est stratégique, je dirais, pour sa croissance, est un pourvoyeur d'emplois, est quelque chose qui va, je dirais, certainement faire plus rayonner le pays, à l'intention donc de pousser ce secteur. Cette série de rencontres, la troisième du genre, initiée par le Premier ministre, a débuté le 16 septembre dernier. Patrick Hachi a déjà échangé avec les acteurs de l'industrie du cinéma et de la musique. On ouvre la page santé de cette édition au centre hospitalier universitaire d'Angré, dans la commune de Cocody. Pierre Demba s'y est rendu la nuit de mardi pour tenter de comprendre les circonstances du décès d'une patiente. Le ministre a présenté par la même occasion ses plus vives condoléances à la famille et pleuré. Nos reporters Théodore Zouzou et Franck Quadio y étaient pour RTI. C'est presque un urgentiste que le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, accompagné de ses collaborateurs, débarque au CHU d'Angré. Il est un peu plus de 22 heures. Pierre Demba veut comprendre et vérifier cette information ayant circulé sur la toile toute l'après-midi mardi. C'est une vidéo commentée qui engage la responsabilité de l'établissement dans la mort d'une patiente faute d'assistance médicale. Aussitôt en face des responsables du CHU d'Angré, le ministre se fait expliquer le contexte de la diffusion de cette vidéo. Elle a été évacuée depuis 9 heures de l'hôpital général de Jacquesville. Elle est arrivée dans nos services aux environs de midi. Et c'était une situation difficile parce qu'il y avait 3 autres ambulances et il ne nous restait plus qu'une seule place. Et malheureusement,
Elle n'a pas pu être assistée. La vidéo n'était pas une rumeur. La dame présentée pour morte au CHU d'Angré faute d'assistance médicale était bien une patiente accueillie dans l'établissement. En absence de lit disponible, c'est vers le CHU de Treichville qu'elle devait être évacuée. Mais selon le CHU d'Angré, les parents ont opposé un refus. Contre toute attente, survient le drame. Le ministre de la Santé a présenté aux parents de la victime ses condoléances. Il a rappelé au personnel soignant les mesures édictées pour la régulation des services d'urgence. Il était de mon devoir, au nom du gouvernement et au nom du chef de l'État, donc, de venir sur place pour savoir ce qui s'est passé. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont chargés de la régulation ne font pas encore ce qu'il faut pour que vraiment, dès qu'on a un cas, la régulation puisse permettre donc, de trouver notre place. Nous allons également continuer la sensibilisation au niveau donc, des patients, pour que les professionnels qui les orientent en fonction donc, de leur pathologie ou de leur maladie puissent vraiment obéir à ces personnes-là. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle relève que le gouvernement œuvre pour que ce qui vient de se passer au CHU d'Angré ne se reproduise plus en Côte d'Ivoire. Et nous, à notre niveau également, nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. Et au sein du CHU d'Angré se trouve un centre de vaccination contre le coronavirus. Vous pouvez vous y rendre, chers téléspectateurs, pour vous faire vacciner. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de mieux à faire pour être à l'abri de cette maladie. L'heure était déjà grave, mais là, elle devient plus qu'alarmante. Les chiffres grossissent, les chiffres inquiètent. 10 personnes sont mortes hier de Covid. 10 personnes arrachées à l'affection de leurs proches par le monstre. Dans la même journée, les autorités sanitaires ont recensé 118 nouveaux malades. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 60 138 malades de Covid pour 621 décès. On l'a déjà dit, on ne cesse de le dire. Allons nous faire vacciner pour nous protéger et ainsi nous protégerons aussi les autres. Bientôt, la Côte d'Ivoire entière bénéficiera du déploiement de la fibre optique. C'est la nouvelle donnée hier par le consortium d'opérateurs privés en charge du projet au ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Les opérateurs en ont profité pour expliquer à Roger Adom les grands axes surtout de cet important projet. Le témoignage de Cheikh Koné Aboubakar. C'est un consortium composé des groupes ivoiriens Caïdan et français Sogetrel et Groslo. L'intérêt de ces opérateurs privés est d'accompagner le gouvernement dans la construction, le développement et le déploiement de la fibre optique sur toute l'étendue du territoire national. On n'ira pas dans des endroits qui sont déjà couverts par les opérateurs de téléphonie. Nous irons dans les endroits qui ne seront pas couverts par ces opérateurs de téléphonie et nous pourrons faire ce qu'on appelle la mutualisation. En ce moment, ça sera à la demande. Quand un opérateur aura besoin de lignes de fibre optique, nous saurons mettre ça à sa disposition. Et ce n'est pas un schéma qui est inédit en Europe. C'est par ce mécanisme-là que les zones les plus reculées ont pu bénéficier du haut débit. Le ministre Roger Adom a marqué un intérêt à ce projet qui vient à point nommé aider l'État à renforcer son dispositif de plus de 5000 km de fibre optique déjà construite. La notion de service universel, c'est quelque chose auquel nous réfléchissons au plus haut point, parce que beaucoup d'acteurs viennent investir à Abidjan, c'est facile, mais peu pensent à aller dans d'autres zones plus reculées où il y a tout aussi un besoin de réseau, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent que les gens bougent. Donc on est chez soi, on a tout le réseau, bureau, et puis après, quand on va dans d'autres endroits, on n'a pas ce qu'il faut. Le premier data center du consortium sera installé en Côte d'Ivoire dans le courant du mois d'octobre 2021. En attendant la connexion Internet, le village de Bouleux, à quelques kilomètres de Danané, région du Tonkoui, savoure le bonheur d'être relié au réseau électrique national. Un rêve qu'ils ont longtemps caressé et qui se réalise aujourd'hui. Bouleux est en joie, Bouleux le manifeste, Bouleux dit merci à Alassane Ouattara.
De l'obscurité à la lumière, la vie a bien changé à Bouleux, un village situé à 7 km de Dadané, peuplé de plus de 1000 âmes. Ça fait plus de décennies déjà, nous sommes là, nous étions en prière pour que cette histoire ce projet soit une réalité. Aujourd'hui, nous sommes en pleine joie parce que nos rêves sont devenus réalité. On travaillait dans l'obscurité, je faisais la couture sur torche, mais actuellement je suis au dehors en train de travailler normalement. Vraiment, quand il n'y avait pas de courant à Bouleux, on n'était pas en l'aise, on ne vivait pas en l'aise. Mais aujourd'hui que le courant est arrivé à Bouleux, nous sommes très contentes. On peut vendre, on peut avoir aussi des congélateurs. On peut vendre poissons glacés au village maintenant. Ça ne sera pas toujours aller à Danané et puis payer. Chants, danses et réjouissances populaires sont donc à l'honneur. Élus, cadres, fils et filles de Bouleux à l'unisson disent merci au président Alassane Ouattara. En outre, les populations plaident entre autres pour le renforcement de l'approvisionnement en eau potable, la construction de nouvelles salles de classe et une cantine scolaire et surtout la réhabilitation de l'axe Danané-Bouleux. Le sage a dit, et je cite, « La route précède le développement ». Monsieur le maire, nous voulons le développement. Nous voulons une route. L'autorité municipale rassure les populations que des actions pour y remédier sont prévues. En entendant cela, le directeur général de la radiodiffusion-télévision ivoirienne a offert au village une télévision de 65 pouces avec un décodeur intégré. Et maintenant à Bouleux, tout le monde est à l'aise. C'était un reportage de Tao Eve Boué, notre correspondante dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Allons-y dans la Nawa, dans le sud-ouest. Sur place, le Conseil régional et le ministère de l'enseignement technique ont signé cette semaine une convention. Il s'agit de l'ouverture prochaine d'une école de la seconde chance dans la région. Il va s'agir de former au métier de l'entrepreneuriat les jeunes sortis du système scolaire. Le compte-rendu de Marie-Loïse Trierou et Salima Toudia. Le mariage est à présent scellé entre le Conseil régional de la Nawa et le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Une signature de convention entre les deux parties pour le projet de l'école de la seconde chance dans la commune de Mayo, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Une seconde chance pour les jeunes sortis du système scolaire et qui ont besoin de compétences professionnelles afin de s'insérer dans le milieu du travail. L'objectif de ce projet est de former les jeunes de la Nawa selon les besoins de l'économie locale, notamment dans les filières agro-pastorales, les métiers du bâtiment et par la suite les métiers de l'automobile. L'école de la deuxième chance représente une action primordiale de la politique d'aide à l'autonomisation, à l'employabilité et à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes mise en place par le Conseil régional de l'Anawa. L'expertise du ministère de l'enseignement technique est sollicitée dans ce projet pilote. Cette expertise portera sur l'élaboration des programmes de formation, la mise à disposition de formateurs qualifiés et dévoués, la mise à disposition d'outils nécessaires aux formations, le suivi de l'encadrement des formations afin de veiller à une véritable insertion dans le tissu socio-économique. Avec le Conseil régional et les autres partenaires, le rôle du ministère consistera à identifier les secteurs à fort taux d'employabilité et de délivrer des formations de qualité au bénéfice des apprenants. La formation durera 6 mois avec la théorie et la pratique, suivie de la délivrance d'un certificat de qualification pour une insertion professionnelle plus aisée. L'ouverture de l'école de la seconde chance est prévue pour ce 15 novembre. Les méthodes et résultats de cette reconversion pourront être étendus à tout le pays. On revient à Abidjan pour parler mérite et excellence. JBAC 2021, vous connaissez peut-être si vous êtes de Port-Boué. JBAC 2021, c'est donc une journée de l'excellence au cours de laquelle les meilleurs bacheliers de l'année de la commune ont été célébrés par la mairie de Port-Boué et la fondation Didier Drogba. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Cédric Kwasi Yao est le nouveau lauréat des JBAC 2021. Admis au baccalauréat série D avec 335 points, il surpasse par ses prouesses les 6 autres lauréats de cette journée d'excellence à Port-Boué. À l'instar de ses amis, il reçoit un trophée et une bourse d'études au Maroc offert par la mairie. Cette journée fut l'occasion pour le partenaire Campus France, la direction régionale de l'éducation nationale et le maire Sylvestre Emou
d'encourager les bacheliers primés. Nous sommes fiers de notre initiative, car elle place l'excellence au cœur des préoccupations des acteurs du système éducatif, au premier rang desquels se trouvent les élèves. L'un des grands chantiers de notre programme réside dans notre volonté de faire de l'institution scolaire la clé de voûte du développement de notre commune. L'ex-international Didier Drogba, parrain de la cérémonie, a invité les lauréats à promouvoir les valeurs d'abnégation et de mérite. L'obtention de ce bac vous a montré que pour réussir dans la vie professionnelle, il faut travailler. Il faut travailler, travailler et travailler sans relâche. On parle de l'école et de ses valeurs, l'humilité, l'ambition, la passion. Le conseil municipal a enregistré plus de 8000 bacheliers, toutes filières confondues. La journée d'excellence JBAC 2021 à Port-Bouët et à sa 3e édition. Les parlementaires plancheront bientôt sur le projet de loi portant sur les procédures des recettes non fiscales. En attendant, la Direction générale du Trésor y travaille. Un atelier de validation du projet vient même d'être organisé pour uniformiser les procédures des recettes non fiscales dont le Trésor a mobilisé 100 milliards de francs CFA en 2020 dans les caisses de l'État. Jean-Jacques Kwame nous fait comprendre tout ça. Les recettes non fiscales représentent toutes les recettes qui ne sont liées ni à une taxe ni à un impôt. En Côte d'Ivoire, pour répondre aux besoins budgétaires sans cesse croissants, l'État a décidé de s'orienter vers ce genre de recettes et les statistiques sont rassurantes. En 2020, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA de recettes non fiscales qui ont été mobilisées par l'État. Reste à harmoniser un cadre juridique des procédures pour booster la mobilisation de ces fonds. À l'instar du livre de procédure des recettes fiscales qui encadre la collecte des impôts, au niveau des recettes non fiscales, on n'a pas un cadre juridique à harmoniser. Et donc, le livre de procédure des recettes non fiscales va venir combler ce vide-là pour pouvoir harmoniser les pratiques de collecte d'émissions et de gestion des recettes non fiscales. L'objectif visé est de mettre au rang des priorités la question de la mobilisation des recettes non fiscales afin de contribuer de manière plus significative à l'accroissement du taux de recouvrement des dites recettes à court et à moyen terme. Au cours des travaux, les participants ont intégré les procédures de recouvrement des dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA et des directives de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales a été validé. La Chambre régionale des métiers d'Abidjan Lagune Sud entend promouvoir de façon plus poussée les produits du secteur de l'artisanat. Pour le réussir, la Chambre sollicite non seulement l'appui de la tutelle pour la modernisation du secteur, mais elle s'en donne aussi les moyens, d'où l'organisation d'une journée de l'artisan. On en sait plus avec Mahama Traoré. Espace Agora de Koumassi, des stands dressés pour exposer les produits artisanaux. Nous sommes à la première édition de la journée de l'artisan. Nous avons constaté que nos produits ne sont pas achetés. Au plus du moins, nous, on ne sait pas vendre nos produits. Il y a un véritable problème de promotion. Donc nous nous sommes réunis en tant que responsables de la région pour voir comment on peut, pour ces problèmes, on peut résoudre définitivement ces problèmes. Nous souhaitons que vraiment l'État nous aide. Vous avez vu comment le maire vraiment s'est impliqué, en tout cas dans le soutien des artisans, en nous créant des cadres qui peuvent nous permettre vraiment de travailler dans les bonnes conditions. Le secteur artisanal compte plus de 5 millions de professionnels repartis dans 250 corps de métier, contribuant à hauteur de 15% au produit intérieur brut PIB. Il est fortement dominé par l'informel. Le ministère du tutelle et le conseil municipal de Koumassi s'engagent à accompagner les artisans face aux difficultés qu'ils rencontrent. Des mécanismes sont en train d'être mis en place pour qu'on puisse sortir ce secteur de l'informel. Et ce travail ne pourra pas se faire sans le concours des politiques décentralisées, notamment les communes. Et c'est pour cela que nous sommes à Koumassi aujourd'hui, pour voir ce que le ministre Cissé Bakongo a pu faire pour nos artisans, pour les sortir de l'informel
et les permettre de créer des entreprises modernes. Avec la transformation que connaît la commune de Komassi ces dernières années, les artisans bénéficient de sites modernes. Aujourd'hui, le défi majeur du secteur artisanal reste l'industrialisation. La lutte contre la corruption s'intensifie. Cette semaine, le président de la coordination des consommateurs de Côte d'Ivoire est monté au créneau. Face aux journalistes, Aboubacar Sidibé a invité les populations à s'engager résolument aux côtés des ONG et du gouvernement dans la dynamique de l'assainissement vrai du service public. Le reportage de Marie-Loïs Trierou dans un commentaire de Franck Poidio. La lutte contre la corruption, une préoccupation importante pour l'État du Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs de notre économie impactés, d'où l'urgence de réagir. C'est le message de la coordination des consommateurs de Côte d'Ivoire. Face à la presse donc, Sidibé Aboubacar a salué les efforts des autorités. Mais je pense que cette opération est bien menée, donc nous devons contribuer activement à accompagner l'État dans cette opération main propre. La coordination invite cependant l'ensemble des Ivoiriens à s'impliquer dans la bataille pour la moralisation de la vie publique. Voilà, toute personne qui vit aujourd'hui au détriment de l'État, c'est de les dénoncer dans les administrations. Voilà. S'il ne peut pas dénoncer, qui vient nous voir, nous allons les dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, dénoncer, c'est un risque. C'est vrai, mais nous avons décidé de dénoncer la fraude. Voilà. Parce que la bonne gouvernance ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Pour qu'il y ait une bonne gouvernance, il faut des plans pour dénoncer. C'est ça le président recherche. Voilà, il recherche une bonne gouvernance. C'est toute la société qui doit contribuer à cette gouvernance, la bonne gouvernance. Pour rappel, notons que le gouvernement ivoirien, dans la dynamique des initiatives anticorruption, a lancé à la mi-septembre l'opération coup de poing dans les secteurs des transports, de l'éducation, de la santé, de la justice et de la construction. À Bandoukou, dans le nord-est région du Gontogo, le village de Soko a désormais son chef, un chef consensuel apprécié de tous qui a pour principale mission de maintenir la cohésion entre les filles et fils de la localité. Le tout nouveau chef de la communauté Koulango a été intronisé cette semaine en présence d'Herman Yamien, notre correspondant sur place. C'est la fin du bicéphalisme à la chefferie de la communauté Koulango de Soko. Mythique village du département de Bandoukou, connu pour ses singes sacrés. Les fils et filles de la localité ont décidé de taire les querelles et choisi un seul chef qui va conduire la destinée du village. Porté en triomphe sur la place publique, Dagbolo Atta Michel a été intronisé 9e chef de la communauté Koulango de Soko. Depuis 17 ans, l'autorité du chef de Soko d'alors, Dagbolo Kwadjokra, a été contestée par le groupe fondateur du village. Il lui était reproché le non-respect des règles et pactes qui régissent le village. Malgré le décès de ce dernier, dont la succession a été assurée par Dagbolo Kwame Kra Anatole, les problèmes n'ont pas connu un dénouement heureux. L'on s'en souvient, Nana Adou Bibi II, chef de la province Pinango, avait initié le 30 mars 2021 une rencontre avec les leaders des communautés du village afin d'accorder les violons et de sortir définitivement la chefferie de Soko de l'impasse. Soutenu par Dagbolo Saï Ier, chef Koulango du Gontogo, les populations ont décidé de regarder désormais dans la même direction. Visiblement heureux, Ouattara Anzoumana, cadre de la région, par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué l'unité retrouvée au sein de la communauté Koulango. Qu'il soit un bon chef et qu'il puisse répondre à toutes les attentes et qu'il puisse corriger aussi ce que son prédécesseur n'a pas pu faire. Un chef rassembleur, un chef d'union. Ouattara Anzoumana s'est engagé à accompagner les populations sur le chemin de l'autonomisation et du développement. Pour joindre l'acte à la parole, il a offert la somme de 3 500 000 francs CFA à 7 associations féminines de Soko. Mais mieux, il a fait don d'une moto au nouveau chef de Koulango de Soko. Je vous amène maintenant à Dabou, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan. On y va pour prendre part au Selou Amida Festival, un festival qu'il fallait imaginer pour promouvoir les danses en voie de disparition. Cette première édition a tenu toutes ses promesses. C'est au son du tam-tam,
de l'accordéon et des grelots que s'ouvre la première édition du festival des chants et danses traditionnelles Selou Amida à Lopou, sous-préfecture de plus de 35 000 habitants dans le département de Dabo sud-ivoirien. Sur la place du village, plusieurs groupes de la région en compétition. L'enjeu, valoriser le patrimoine culturel du peuple Adjoukou. Initié par Serge Esso, fils de la région, et sous le parrainage du maire d'Issia, Fanny Karim, ces célébrations s'inscrivent dans le projet de pérennisation des coutumes Adjoukou. Les cultures sont presque menacées de disparition et donc ces genres d'événements nous permettent de continuer à maintenir donc, les valeurs culturelles africaines, surtout ivoiriennes, dans les mémoires de nos jeunes et à les transmettre aux générations futures. Au programme de la compétition de la griotique et de la comédie, mais le point d'orgue, ce sont les chants Selou et Amida, expression populaire de la joie mais aussi de la tristesse. Des chants côtoyés aussi par la danse traditionnelle, l'opendal, le gori et le tekbé en l'occurrence pour cette première édition avec à la clé le Grand Prix du festival. La deuxième édition du festival Selou Amida aura lieu les 21 et 22 août 2022. C'était un reportage de Orphée Conan, reportage commenté pour vous par Franck Quadio. On en vient maintenant à cette rentrée culturelle de l'Institut français d'Abidjan. Cette saison 2021-2022 est placée sous le thème des transmissions artistiques et pédagogiques. Une rentrée culturelle avec exposition d'œuvres artistiques, de conférences, avec un concert de Mewé comme cerise sur le gâteau. Retour sur cet événement avec Serge Pacom Didi et Serge Collier. Le professeur Awolowo, le roi du Zoblazo, Frédéric Wimewe, ouvre en musique la saison culturelle 2021-2022 de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Les transmissions de génération en génération, dans tous les sens du terme. Transmission sur le plan pédagogique du savoir avec la langue française. Transmission des œuvres artistiques des aînés aux cadets. Ce sont là les prérogatives de la nouvelle saison culturelle de l'Institut français de Côte d'Ivoire de septembre 2021 à juillet 2022. Le directeur délégué, Zie Koulibaly, renouvelle son bail avec l'Institut pour dynamiser davantage les actions et activités culturelles. Un des axes aussi de cette année, ça va être de faire en sorte que l'Institut français de Côte d'Ivoire soit vraiment de Côte d'Ivoire et non pas d'Abidjan seulement. Donc nous allons avoir des spectacles, des activités hors les murs, c'est-à-dire hors d'Abidjan aussi. Nous avons l'intention cette année d'être un peu plus présent pour que le centre culturel, l'Institut français ne soit plus l'Institut d'Abidjan, mais l'Institut de Côte d'Ivoire en général. La littérature, le théâtre, la musique, le cinéma sont les disciplines culturelles choisies pour mettre en exergue ce thème portant sur la transmission. Conférences de presse, exposition d'œuvres artistiques, concerts pour ouvrir officiellement cette rentrée culturelle. Pour sa constance sur la scène depuis maintenant 32 ans, sa fidélité à son style musical, le Zoblazo, Frédéric Wimewe est l'artiste choisi pour le lancement des activités. C'est un privilège. On a essayé à notre niveau d'être vraiment à la hauteur de l'événement. Dieu merci, le public a adhéré. Des hommages à de grands hommes de lettres comme Bernard Benendadier, Amadou Ampateba sont prévus cette année. Leurs œuvres seront mises en scène à travers des pièces théâtrales. Des films de grands réalisateurs comme Henri Dupac seront revisités. L'actualité hors de nos frontières nous conduit tout d'abord au Mali. Mercredi dernier, hier donc, le cadre d'échange de partis et de regroupement de partis politiques pour une transition réussie au Mali a tenu une conférence de presse à Bamako, vent debout. Ce regroupement composé de plusieurs dizaines de partis et d'associations politiques maliens, dont les plus importants du pays, demande le maintien de la date des élections à fin février 2022 comme prévu. Il rejette également le principe d'organisation des assises nationales annoncé par le Premier ministre avant de saluer l'effort de la communauté internationale aux côtés du Mali dans la lutte contre le terrorisme.
Le tribunal correctionnel de Paris a jugé ce jeudi Nicolas Sarkozy coupable de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Big Malion. L'ancien président avait nié en juin lors de son procès toute intention de fraude et réfuté avoir eu connaissance d'un montage de fausses factures aux fins de financer sa campagne présidentielle de 2012 pour quelque 42,8 millions d'euros, près du double du plafond autorisé par la loi. Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété hier soir l'état d'exception dans toutes les prisons d'Équateur au lendemain d'affrontements entre gangs rivaux qui ont fait au moins 116 morts dans un centre pénitentiaire du sud-ouest du pays le 28 septembre. Ces derniers affrontements, les plus meurtriers cette année, ont eu lieu dans le vaste complexe carcéral de Guayas à Guayaquil, ville portuaire et carrefour commercial du sud-ouest du pays. Les prisonniers se sont affrontés à coups de fusil, les pistolets et de grenades sans faire de victimes parmi les gardiens de la prison ou le personnel administratif. La paix, la non-violence, voilà notre vœu pour vous en cette mi-journée. La paix, la tranquillité, mais aussi la santé. À demain, 13h.